Bonsoir à tous, mardi 6 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, l'actualité locale en 26 minutes. Tout de suite, les titres de cette édition. Elle a pris tout récemment ses fonctions de rectrice de l'Académie de Versailles. Charline Avenel était en visite ce matin dans les Yvelines, au collège des Essarts-le-Roi. Un déplacement sur le thème de la sécurité dans les écoles quelques jours après les annonces du ministre de l'Éducation nationale sur le sujet. Les Gilets jaunes donnent rendez-vous le samedi 17 novembre, une grande journée de blocage sur les routes de France contre la hausse des prix du carburant. Le gouvernement n'entend pas reculer mais souhaite mettre en place des mesures de compensation. Nous en parlons avec Daniel Quérault, président de 40 millions d'automobilistes. Et ce nouveau MOF est également notre invité. Jean-Christophe Janson est l'un des lauréats du concours Un des meilleurs ouvriers de France. L'épreuve finale se déroulait jusqu'au 24 octobre. L'Yvelinois est le chef pâtissier de la maison Le Nôtre depuis 2006. Mais avant de développer ces titres, un homme de 35 ans en état de mort cérébrale. Hier après-midi, il a été roué de coups par 6 hommes près du lycée des 7 Mares à Maurepas. Les agresseurs ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles. C'est un premier déplacement pour la nouvelle rectrice de l'Académie de Versailles. Charline Avenel était au collège des Molières aux Essarts-le-Roi ce matin. Visite forcément teintée par le contexte national. Quelques semaines seulement après qu'une professeure ait été braquée par son élève à Créteil. Les précisions de Manon Varaldo. Échanger sur les actions mises en place pour préserver un climat scolaire serein. Lors de sa venue au collège Les Molières des Essarts-le-Roi, Charline Avenel a pu rencontrer l'ensemble de la communauté éducative, professeurs, membres du rectorat, parents d'élèves. C'est un collège qui a su mettre en place les conditions d'un climat apaisé. La rectrice de l'Académie de Versailles a également présenté les mesures annoncées par le ministre de l'Éducation sur la protection des écoles. Parmi elles, une organisation des conseils de discipline simplifiés, la présence d'un policier ou d'un gendarme lorsque le contexte le nécessite, une mesure effective dans le collège Les Molières qui a déjà fait appel à une policière. Autre mesure annoncée, une période probatoire sera instaurée après une exclusion. Chaque jour, l'élève fera le point sur sa journée avec le CPE ou le chef d'établissement. Venir voir un adulte pour qu'on crée une situation de retour à l'école me semble important. Le mot quotidien est plus gênant dans cette mesure parce que c'est difficile pour nous d'être au quotidien avec un élève compliqué. Soigner le retour d'un élève en difficulté, ça me semble très important. Le mot quotidiennement est peut-être un peu compliqué. Être confronté au manque de respect d'un élève ou comment gérer le retour d'un exclu, les enseignants ont interpellé la rectrice sur leur besoin d'être accompagnés dans l'exercice de l'autorité envers leurs élèves. Ce qui ressort des échanges que nous avons eus ce matin, c'est le besoin des enseignants d'être accompagnés dans l'exercice de leur autorité et en cas de difficulté par l'ensemble de la chaîne pédagogique et aussi en matière de formation. Prochainement, l'ensemble de la communauté éducative souhaite appliquer des sanctions dites de responsabilisation, travaux d'intérêt général, devoirs supplémentaires, des mesures auxquelles les établissements font appel dans seulement 1% des cas. Dans l'actualité du jour, un forum emploi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il se tient jusqu'à 22h, organisé par le groupe Orano. Le groupe spécialisé dans l'énergie recrute cette année 1500 postes d'ingénierie, de projets d'assainissement ou encore de radioprotection. Au Vélodrome, aujourd'hui, 250 métiers représentés, des entretiens d'embauche en direct. Écoutez ces propos au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le groupe Orano est implanté en Île-de-France, il y a son siège à La Défense, mais la plupart de ses collaborateurs travaillent dans le domaine de l'ingénierie et des projets et de la logistique nucléaire à Saint-Quentin en Yvelines. Et donc il nous a semblé logique, comme ce sont des activités qui recrutent beaucoup, d'y tenir notre forum de l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines, au plus près de nos activités opérationnelles de projets d'ingénierie et de logistique nucléaire. Et ce forum se tient jusqu'à ce soir mardi à 22h, jusqu'à ce soir mardi 22h au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le rendez-vous est fixé ce samedi 17 novembre. Les Gilets jaunes, mouvement citoyen, appellent à une grande journée de blocage en France pour protester contre la hausse des prix du carburant. Dans les Yvelines, plusieurs blocages à prévoir, notamment sur les autoroutes A10, A12 et A13, également les nationales 10 et 12. Bonsoir Daniel Quérault. Oui, bonsoir. Vous êtes Yvelinois et vous êtes le président de l'association de défense des usagers de la route.
de 40 millions d'automobilistes. Est-ce que déjà vous serez dans la mobilisation le 17 novembre ? En tant que citoyens, certainement, nous ne sommes pas organisateurs de manifestations, mais nous avons déjà alerté le président de la République dès le mois de septembre du mécontentement qui montait dans le pays. Et nous avons lancé coup de pompe, COUT, pompe.com, en demandant à chaque citoyen concerné de cliquer sur le lien, et vous aviez une lettre que vous pouvez envoyer au président de la République avec le ticket de caisse de la station-service. Voilà. Donc, on a senti ce mouvement monter parce qu'on ne comprend pas bien. Vous savez, on nous a mis 7 centimes d'augmentation sur le diesel, mais aussi 4 centimes sur l'essence. Et le prix du diesel qui est aujourd'hui au-dessus du prix de l'essence. Oui, pratiquement. Et les gens ne comprennent pas, puisque jusqu'à il y a quelques années, on encourageait les gens à acheter des moteurs diesel, et maintenant on vient les taxer. On ne comprend pas bien pourquoi, et on voudrait nous faire croire qu'il suffirait de taxer les carburants en France pour réduire la température de la planète. Vous avouerez que c'est quand même un peu gros. Alors c'est vrai que oui, les raisons avancées par le gouvernement sont notamment écologiques. Il faut se passer du tout pétrole, ça c'est Édouard Philippe qui le dit. Il faut commencer à organiser la transition. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça c'est la justification. Je regardais justement les prix des carburants en Europe. Pour ce qui concerne le gazole, qui est le premier concerné, vous avez 4 pays qui sont légèrement au-dessus, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et la Norvège, et tous les autres sont largement en dessous. Ce qui veut dire que nous, avec 1% de la population mondiale en France, on serait capable, à nous seuls, de faire baisser la température de la Terre. Ça ne marche pas. On voit bien qu'on a été supprimer la taxe d'habitation, on a supprimé l'impôt sur la fortune. Il y a un problème pour boucler le budget de l'État, et les taxes viennent aider à boucler le budget de l'État. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il faille changer les comportements aujourd'hui C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire confiance à la science et à la technique. Le débat sur le diesel, il est devenu idéologique et politique. Alors qu'il faudrait s'en tenir, je dirais, à tout ce qui est scientifique, et on trouve des solutions scientifiques et techniques. Les Allemands, par exemple, qui sont confrontés au même problème. Aujourd'hui, il y a un travail ensemble entre le gouvernement allemand et les constructeurs pour faire en sorte que les vieux diesels, il y a les vieux diesels effectivement qui polluent, il faut les sortir. Et puis il y a une prime à la conversion qui est mise en place, 1 000 euros en place, 2 000 euros pour les personnes non imposables. Essayer d'expliquer à quelqu'un qu'avec 2 000 euros, il pourra acheter un véhicule moins polluant, un véhicule hybride ou un véhicule électrique, c'est vraiment de la communication. Vous savez, alors j'entends le président qui disait ce matin, il y en a 200 000 quand même qui ont demandé à avoir la prime. 200 000, il y a 5 millions de voitures qui se vendent chaque année d'occasion et 2 millions de neuves. Donc sur 7 millions de voitures achetées, il y a 200 000 qui sont concernés, c'est 2,8%. Vous voyez bien que c'est de la communication, mais par rapport à tout ce qu'on a ponctionné sur le dos de l'automobiliste, c'est rien. Parce que si... Emmanuel Macron, a justement annoncé ce matin qu'il allait que le gouvernement allait mettre en place une aide pour les automobilistes qui font plus de 30 km par jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Je vous propose de l'écouter, il était l'invité d'Europe 1. Tous ceux qui aujourd'hui doivent se déplacer, faire en effet plus de 30 ou 40 km chaque jour pour aller travailler, qui en plus de ça doivent aller rechercher les enfants, il faut que là, on est sur le mode un peu, la philosophie c'est un peu l'indemnité kilométrique. Il faut travailler avec les collectivités locales, les employeurs, intelligemment, pour aider ces gens-là. Parce que nos concitoyens qui sont dans cette situation, je comprends leur colère, ils se sentent pris au piège. Vous l'avez entendu, c'est une mesure, et ils considèrent que c'est injuste parce qu'ils me disent à juste titre, ceux qui restent à la maison, ceux qui ont la chance de pouvoir habiter à côté de leur travail, eux ne sont pas pénalisés. Moi, c'est un peu la double peine. Je n'ai pas les moyens d'habiter à côté de l'endroit où je travaille. Je suis un courageux ou une courageuse. Je me lève tous les matins pour aller travailler et moi, on me pénalise. Donc, eux, il faut pouvoir les aider. Alors, le président de la République a dit également qu'il fallait travailler avec les collectivités pour mettre en place cette aide. C'est une mesure qui est d'ailleurs déjà mise en place dans les Hauts-de-France. C'est quand même assez extraordinaire, parce que là, on met une taxe, puis après, on va faire un chèque pour venir déduire, pour aider ceux qui sont victimes de la taxe. Il aurait été quand même beaucoup plus simple de ne pas augmenter la taxe. On est en train de monter encore une nouvelle usine à gaz, comme on sait bien le faire. Oui, c'est une prime après une taxe, et finalement. Et en plus, on dit, mais c'est pas nous qui allons faire le chèque, ça va être les collectivités locales, ça va peut-être être les entreprises, on ne sait pas bien qui, mais j'entendais tout à l'heure certains présidents de région qui commencent à rouspéter, certains chefs d'entreprise qui commencent à rouspéter. On taxe et après c'est à nous de payer. Parce que dans les Hauts-de-France, c'est la région qui a mis en place en tout cas cette aide pour les automobilistes. La région irait payer. On a déjà diminué les allocations aux régions, et maintenant on voudrait encore leur faire payer une taxe
qui a été mise là pour boucler un budget, on le voit très bien, et qui finalement, pourquoi augmenter pour distribuer après un chèque? Ça semble complètement incohérent. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement recule? Vous le dites, 40 millions d'automobilistes interpellent le gouvernement depuis septembre. Oui, parce que finalement, si vraiment c'est le motif écologique, il faut travailler avec les constructeurs, il faut travailler avec la science et la technologie. On voit bien d'ailleurs que tout s'est amélioré, puisque vous regardez, on parle beaucoup du diesel, les émissions de particules fines ont été divisées par 2 en 20 ans. Ce qui veut dire que la technologie permet de rendre de plus en plus propres les véhicules. Donc tout ça, on le fait en concertation, on trouve des solutions. En Allemagne, ils ont décidé de sortir les très vieux véhicules diesel, et pour tous ceux qui peuvent être rénovés, réglés, ajouter des filtres à particules, eh bien, il y aura un effort conjoint entre les constructeurs et le gouvernement. Là-bas, on cherche des solutions, ici, on punit et on taxe. Vous pensez que le gouvernement peut reculer en cas de grosse mobilisation le 17 novembre? Sur un autre sujet dans les années 2000, le gouvernement avait reculé par exemple face au CPE. Est-ce que là, parce que le mouvement est de fond, vous savez, on en entend parler partout. Moi, j'étais pendant quelques jours en province, j'entendais les provinciaux. Quand vous allez faire votre plein, vous entendez parler. J'étais dans un lieu où il y avait des personnes âgées en train de se distraire qui en parlaient en disant mais on n'y arrive plus, j'étais obligé de couper mon chauffage. Vous voyez, donc c'est un mouvement de fond. Les gens sont mécontents, ils ne comprennent pas. Donc à un moment ou à un autre, il faudra peut-être reculer. Merci Daniel Quérault d'avoir été avec nous. Yves Linois est président de l'association 40 millions d'automobilistes et vous pouvez d'ailleurs retrouver toute l'actualité de cette association sur son site internet. La suite à présent de notre dossier sur les déserts médicaux. Nous nous intéressons ce soir aux permanences d'installation des médecins. Elles sont organisées une fois par mois à la CPM de Versailles ou au Conseil de l'Ordre des médecins des Yvelines. Les praticiens participent à des entretiens individuels pour accompagner leur projet d'installation en pratique libérale. Un reportage de Nicolas Dandry et de Manon Varaldo. Des permanences d'installation mensuelles pour préparer les médecins à la pratique libérale, un moyen de remédier au problème des zones sous-denses. Cette praticienne remplace actuellement 2 médecins sur Versailles et Le Chesnay. Elle a décidé de s'installer avec une consoeur. Cette réunion nous aide à savoir quelle procédure engager et dans quel ordre, surtout parce qu'il y a beaucoup d'intervenants à rencontrer avant l'installation définitive et c'est parfois un peu flou. Il faut effectivement aider à l'installation et il faut donner envie aux internes en médecine de faire de la médecine de ville qui n'a rien à voir avec la médecine hospitalière. Alors il y a maintenant beaucoup plus de stages en cabinet libéral qu'auparavant, mais moi c'est vraiment mon stage de médecine libérale qui m'a donné envie après de m'installer. Promouvoir l'activité libérale en accompagnant les médecins dans leurs projets, l'objectif de ces réunions individuelles, des conseils de l'Agence régionale de santé, de l'Union régionale des professionnels de santé, de l'Ordre des médecins et de l'assurance maladie. Il y a quand même des projets assez mouvants qui ne sont pas très loin de votre lieu d'installation prévu. Voilà, je vous dis juste, si jamais cela peut vous correspondre, il y a des aides qui peuvent vous permettre de démarrer. Si nous avons un médecin qui a vraiment un projet très stabilisé, les conseils ne vont pas être les mêmes qu'un médecin qui va nous parler d'une commune. Effectivement, le rôle de l'ARS, là, va être de faire le lien avec les communes qui sont en demande de médecins. Donc, ils me contactent par téléphone portable, par mail, et on les accompagne jusqu'au moment de leur installation, voire un petit peu après, quand ils ont des questions très concrètes. Ça peut être sur les démarches administratives, mais ça peut être aussi sur des questions personnelles par rapport à leurs charges personnelles, aux dossiers d'accessibilité pour les locaux, toute question relative à leur installation. Ces permanences existent depuis 2012 en Île-de-France. Dans les Yvelines, 67 médecins ont été reçus, 45 sont installés. Parmi eux, 8 exercent sur Saint-Quentin en Yvelines, dont 3 généralistes. La qualité de vie, un critère de choix pour le lieu d'exercice des professionnels de santé. Nous avons la population médicale qui s'est féminisée. Il faut donc que pour la femme médecin, elle a besoin d'avoir une crèche, elle a besoin d'avoir des écoles, elle a besoin, pour s'occuper de sa vie familiale, que tout ça soit à disposition autour d'elle et autour de son exercice. L'Agence régionale de santé vise aussi les étudiants en médecine avec le contrat d'engagement de service public, le financement des études en échange d'un engagement d'installation dans une zone sous-dense. Il est habitant des Yvelines et désormais MOF. Jean-Christophe Janson est l'un des 5 lauréats du concours, un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie pâtisserie-confiserie. La finale se déroulait fin octobre et il nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Christophe Janson. Bonsoir. Alors vous êtes le chef pâtissier de la maison Le Nôtre. Précisons qu'à 51 ans, vous étiez le doyen du concours dans votre catégorie. Devenir MOF, pour vous, est-ce que c'était un rêve, un accomplissement ?
Accomplissement non, parce que j'espère que ça va pas s'arrêter là. Hein. Un rêve, oui. Comme tout passionné, je pense que ça récompense l'excellence dans plus de 200 métiers, d'ailleurs, pas que dans la gastronomie. J'ai la chance de travailler dans une maison qui est la maison Le Nôtre, qui a toujours poussé à l'excellence, véhicule toutes les valeurs que ce titre porte haut et fort. Qui sont la tradition française autour de la gastronomie en général, et la chance que cette maison a et transmet depuis plus de 50 ans la totalité des métiers de la gastronomie. Alors on le sait, ce concours des MOF est un concours très difficile. C'est la deuxième fois que vous le présentiez. Est-ce que c'était devenu une obsession pour vous d'être MOF ? Une obsession, je ne sais pas si on peut dire une obsession, mais oui, il faut une énorme ténacité. Et moi, ce qui était d'abord très important, c'était de donner un exemple à mes propres enfants déjà, parce que je leur ai toujours dit depuis qu'ils sont nés de jamais abandonner. Donc j'y étais une première fois. L'échec a été compliqué. Et c'est un bel exemple de montrer que c'est jamais perdu, qu'il faut s'acharner. Et effectivement, il y a une part d'obsession. Ouais. Quels sont les ingrédients du succès ? Vous le disiez, le travail, l'expérience aussi au sein de la maison Le Nôtre, mais aussi vous êtes passé notamment par le traiteur Régnier Marchetti. Oui, c'est cette expérience qui fait la différence, la passion aussi peut-être ? C'est un tout. Moi, sans ma femme et mes enfants, je ne serais pas sur le plateau aujourd'hui. Ça commence par là. C'est un soutien familial. Ensuite, c'est de la passion. C'est un entourage professionnel et un soutien professionnel, puisque c'est un concours qui nécessite un budget, oui. Donc qui a été soutenu en très grande partie par la Maison Le Nôtre, à qui je dois ça. C'est l'ensemble des collaborateurs de la maison qui vous mettent un petit message tous les jours. Et des fois, vous avez des petits coups de faiblesse. Et là, vous avez le petit message qui vous redonne un coup de pied dans le derrière et qui dit allez, vas-y, t'as pas le droit de lâcher. T'as tout ce monde-là qui compte sur toi, quoi. C'est un vrai marathon, ce concours. C'est sur 2 ans au total. La finale se déroule sur 4 jours. C'est ça, 30 heures et demie de concours. Un jour de préparation d'installation et après 3 grosses journées pour tout réaliser sur place. On arrive avec du sucre en morceaux. Et puis on fait des pièces montées en sucre, en chocolat, des merveilles sucrées. Alors voilà. Le concours sur 2 ans, est-ce que c'est une période de sa vie où on met justement sa vie personnelle de côté parce qu'on se dédie complètement à ce concours ? Je vous confirme. Il y a moi les amis, ça faisait 4 mois qu'ils m'avaient pas vu. Les amis, la famille, ma femme, la première. Donc c'est pour ça que ce soutien, il est nécessaire parce qu'on y consacre tout. Mais enfin, pour ma part. Bien sûr. Et je pense que ça passe par là. C'est, vous savez, je racontais hier à quelqu'un qui était intéressé. Ça va jusqu'à se dire, quand on se prépare, le couteau il est à cet endroit-là. Et à chaque fois que je vais faire le concours, que je vais faire mes blancs, parce que les examens blancs, il faudra toujours qu'il soit à cet endroit-là. Parce que le jour du concours, je vais y aller le chercher les yeux fermés. Je saurai où il est. Et ça, c'est des minutes, des secondes qu'on perd pas. Et c'est à la chasse. C'est vraiment la chasse au temps. C'est la course au temps avec la qualité maximum. Et vitesse et précipitation, ça va pas ensemble. Donc vous imaginez ce qu'on doit arriver à faire. Alors, vous parliez de l'épreuve finale qui s'est déroulée sur plus de 30 heures. Le thème, c'était hier, aujourd'hui et demain. Comment ça vous a inspiré, ce thème ? Alors ça m'a inspiré... disons que je voulais d'abord faire passer un message qui est très fort aujourd'hui. C'est au-delà de l'écologie, manger sain. Essayons de préserver le peu de temps qu'on est sur Terre, de pas trop laisser une empreinte négative. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit nous n'empruntons pas la terre à nos parents, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on leur laisse quelque chose le plus simple possible. Et donc du coup, je me suis dit, hier, aujourd'hui, demain, on utilise l'énergie renouvelable. Hier, on utilisait des moulins à vent pour faire de la farine.
Demain, on utilisera de plus en plus des éoliennes pour faire de l'électricité. Donc j'ai fait un lien, donc j'ai fait un moulin en chocolat, j'ai fait une éolienne tout en sucre. Et autour de ça, j'ai fait des produits pour être cohérent et parce que je défends ça, qu'avec des produits de la région. Donc j'ai des pommes de chez Gaillard qui est dans les Yvelines, qui fait des pommes extraordinaires. J'ai du miel sauvage qui est des Yvelines, du miel d'été, du miel de printemps, dans différentes recettes. De la farine de la Beauce. Donc j'ai essayé de prendre les produits les plus nobles possibles et de ne pas les déformer et d'essayer de faire quelque chose qui respecte tous ceux qui produisent ça. Et donc 5 lauréats sur 15 dans cette catégorie pâtisserie, confiserie. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Juste précisons que vous avez dû prêter serment une fois que vous avez été désigné MOF. L'une des valeurs justement dans ce serment, c'est le partage, transmettre. Pour vous, c'est important, c'est pour qu'il y ait un avenir aussi dans ce métier. C'est primordial. Vous savez, quand on est parent, on commence par ça avec nos enfants. C'est une empreinte. Et ben moi, je pense qu'on est sur Terre pour ça, pour laisser une empreinte. Et donc, on la laisse avec les parents, on la laisse avec les amis, on la laisse au travail par la transmission de ce que nos pères nous ont appris. Et quand c'est une passion, c'est une joie de voir les autres qui vous dépassent à un moment donné. C'est ce qui se passe. J'ai un jeune qui m'a beaucoup aidé, que j'ai aidé, que je vais encore aider pour un autre concours. Voilà, on avait les larmes aux yeux ensemble, quoi. Oui. Donc la relève est prête. Merci Jean-Christophe Janson d'avoir été avec nous. Néo MOF dans la catégorie pâtisserie, confiserie. Et précisons que l'on pourra vous retrouver à partir du 20 novembre à l'atelier éphémère à Paris. Vous animerez un pop-up entièrement consacré à l'art de la pâte et de la pâtisserie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Des nouvelles de nos deux Yvelinois à présent engagés dans la 11e route du Rhum, la course transatlantique en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe. On commence par la mauvaise nouvelle. Louis Burton abandonne. Le skipper de l'IMOCA Bureau Vallée a subi une grave avarie. C'était hier. Une poulie arrachée et un trou de 30 cm dans le puits tribord est dérouté vers le port de Roscoff. Laurent Bolitin a tout tenté, mais les réparations se sont avérées impossibles. Les systèmes électriques et hydrauliques étant gravement endommagés. En revanche, les nouvelles sont meilleures pour Éric Bellion, engagé sur son bateau hors catégorie comme un seul homme. Il était depuis hier stoppé dans sa course à cause de vents violents, mais il a pu repartir. Éric Bellion est actuellement 14e. Tous les signaux sont au vert aussi du côté des féminines de Vélizy-Villacoublay en National 3. C'est du volleyball. Les Yvelinois se sont imposés 3-7-0 contre Châteaudun ce week-end et conservent donc la tête du championnat. Et Michael Midoro sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Les féminines de Vélizy peuvent exulter. Les sportives viennent de remporter leur 5e victoire de la saison en 6 matchs disputés. Leur victime du jour, Châteaudun, les Véliziennes s'imposent dans leur gymnase 3-7-0. Le score 25-20, 25-11 et 25-8. Balade de santé, non, le premier set ne l'était pas. Non, il était plutôt sérieux justement, c'est temps que psychologiquement on se mette dedans. Et après par la suite effectivement ça s'est érodé, on a été plus propre dans le fond de jeu, ça aide. Coach satisfait par rapport à la causerie d'avant-match, où justement on a essayé d'appuyer sur le fait de jouer ensemble, se faire plaisir et de tenir le jeu qu'on n'a pas tenu sur les derniers matchs dans la régularité. Donc bonne réaction des filles. Avec cette victoire, les Véliziennes conservent la première place du championnat de National 3 devant Argenteuil, mais le promu ne s'enflamme pas. Donc là cette année c'est une année de plaisir, où maintenant les filles commencent à chercher justement à faire des résultats. Mais les objectifs du club, c'est de se maintenir. Moi, c'est d'essayer de faire le haut de tableau et plus ça va et plus les filles sont gourmandes. Donc on va voir ce qui se passe. Pour continuer à rêver d'une montée en National 2, Vélizy devra s'imposer le 17 novembre prochain face à son dauphin au classement Argenteuil. Une victoire et les Yvelinoises prendraient déjà une sérieuse option sur la première place. Avec moi sur ce plateau, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Cette semaine a lancé les commémorations de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre, de nombreuses communes célébreront les 100 ans de la fin du conflit mondial 14-18, une période de l'histoire qui inspire aussi les artistes. Mélanie, votre coup de cœur de la semaine est un ouvrage pour enfants.
La guerre en 1000 morceaux raconte l'histoire du soldat Machin, un jeune homme envoyé au front dès la mobilisation en août 14. Ce soldat Machin, de son nom civil Mathurin, n'a pas existé. Alain Serre, son créateur, a choisi d'en faire un anonyme, un soldat parmi les 73 millions mobilisés durant le conflit. Le soldat Machin, c'est un soldat moyen qui ressemble à tous les autres, hein, à l'époque de la France rurale. Il est bien sûr issu d'un petit village et comme le raconte la légende, le cliché je dirais, eh bien, il était en plein champ en train de travailler quand le tocsin a sonné. On suit donc son combat au quotidien. Et oui, avec subtilité, Alain Serre ne cache rien pourtant de l'horreur du conflit. Les tranchées, le froid intense de l'hiver, la chaleur de l'été, les gaz, la peur, les assauts. Alors l'idée, Grégory, n'est bien sûr pas d'effrayer, mais de faire comprendre l'intensité du conflit, ce qu'ont vécu nos ancêtres. Alain Serre a travaillé avec Zahu, voilà, je le prononce bien pour les illustrations, et plusieurs planches sont accompagnées de photographies. Sur ces photographies, des objets d'époque, une cinquantaine, alors tous ont été rassemblés par l'auteur lui-même, Alain Serre, au fil des années. On y trouve un clairon, des figures en plomb, une lanterne, et à l'image, un stylo créé par un poilu dans les tranchées à l'aide de 2 douilles collées entre elles. J'ai exclu tous les objets qui étaient strictement militaires. C'est pas du tout le sens de ma petite collection, hein. Je voulais qu'il y ait du sens, de la vie, un peu des ombres humaines derrière chacun de ces objets. Voilà un autre moyen d'apprendre sur le conflit. Si les soldats de l'époque ont tous disparu, leurs objets témoignent du quotidien. L'histoire de Mathurin est à lire dans La guerre en 1000 morceaux, publié aux éditions Rue du Monde. Merci Mélanie, on vous retrouve juste après ce journal pour un magazine 7-8 Culture entièrement consacré aux souvenirs de la guerre de 14-18. C'est la fin de ce 7-8 journal. Belle soirée avec TV78.